clore la matinée, nous nous apprêtons à anticiper sur la session de cet après-midi qui s'intéresse à la perception rétrospective des genres romanesques du XIXe siècle. Cependant, ce n'est pas à la façon dont l'histoire littéraire reconstruit les genres que nous allons nous intéresser, mais au rôle que jouent les choix éditoriaux dans l'interprétation générique que nous, aujourd'hui, faisons des romans du XIXe siècle. Notre propos portera donc sur les rééditions de quelques-uns de ces romans depuis environ la deuxième moitié du XXe siècle jusqu'à nos jours et se concentrera sur un aspect, l'illustration de couverture. Les illustrations de couverture servent à attirer le lecteur. Elles ne sont pas seules. D'autres éléments concourent à cette attraction. Le résumé, la collection, le prix et dans une moindre mesure le format, ainsi que des éléments extérieurs comme la publicité. L'illustration a donc une première fonction, indépendante de son sens, elle vise à séduire. Alors que le lecteur flâne dans la librairie, au milieu des dizaines de livres posés sur les tables, son œil doit être capté. Cette fonction de séduction peut expliquer par exemple qu'un même tableau de Courbet, effectivement particulièrement frappant, puisse être utilisé de façon récurrente dans l'édition. Le Révolté illustre Le dernier jour d'un condamné, La peau de chagrin ou Le Horla. Mais ces illustrations de couverture dépendent aussi de la politique éditoriale du moment. L'iconographie, en valorisant une thématique ou un genre, veut donner au lecteur une idée du contenu romanesque quel qu'il soit. Ainsi, le bossu, quelle que soit la période où il est publié, quel que soit le public auquel il s'adresse, table avant tout sur le principe même du roman de cap et d'épée. Intrigue amoureuse, rythme rapide du récit et surtout duel à l'épée, duel au sabre, duel au fleuret. On voit ici que la collection Omnibus, Fayard, qui était une collection populaire du début du siècle, ou la bibliothèque verte pour enfants, on voit bien que c'est du cap et d'épée. Pareil pour le roman de La momie, de Théophile Gautier, qui est aussi un roman historique. Théophile Gautier est un auteur légitime, donc il va y avoir référence à l'Égypte ancienne par des images ou des objets d'époque pour Garnier Flammarion et Folio classique. Et on a aussi des pyramides pour Folio Junior, peut-être parce que des pyramides, c'est plus facile à appréhender pour des enfants. Ce qu'écrit donc Philippe Hamon du frontispice vaut aussi bien pour l'illustration de couverture, qui est elle aussi, je reprends donc son vocabulaire, une image seuil. Je cite Philippe Hamon, « Comme la carte ou le dessin d'un plan ouvre un guide pour le touriste, ces images ouvrent pour le lecteur l'horizon d'attente imaginaire du texte qui va suivre. » À la question que peut se poser un lecteur face à un volume fermé, de quel genre de roman s'agit-il ? L'illustration de couverture donne quelques éléments de réponse. Ce sont ces réponses que nous allons étudier et en observant notamment la façon dont elles changent d'une édition à l'autre. Nous souhaitons donc nous pencher sur ce que Charles Grivel nomme, je le cite, la dimension à la fois projective, elle introduit, et rétensive, elle oriente, de la couverture, sa fonction d'ouverture. Et nous allons nous poser deux questions qui constitueront les deux parties de cet exposé, en nous demandant d'abord, le choix des illustrations contribue-t-il à opérer un déplacement des œuvres sur la hiérarchie littéraire ? Observe-t-on des phénomènes de transfert entre romans populaires et littérature légitime ? Et la deuxième question sera la suivante. Dans quelle mesure le choix de l'illustration de couverture détermine-t-il un classement générique qui peut changer d'une édition à l'autre ? Ces interrogations se situent à l'intersection de plusieurs domaines de recherche. Histoire des genres, histoire du livre et de l'illustration, sociologie de la lecture, phénomène de patrimonialisation. Bref, c'est démesurément ambitieux. Ce sont des questions donc aussi vastes que complexes qui s'accordent mal au format modeste d'une communication. Il nous faut donc avouer d'emblée que certains choix méthodologiques font de cet exposé bien moins une cartographie systématique et exhaustive du sujet qu'une flânerie modeste au gré de quelques couvertures. C'est surtout l'intuition, par exemple, qui a présidé au choix des titres que nous avons faits. Nous avons orienté nos recherches vers des œuvres souvent rééditées, qui appartiennent à des grands écrivains ou à des romanciers populaires et qui peuvent illustrer différents genres. Et nous nous sommes limités, avec quelques regrets parfois, aux éditions françaises. Par ailleurs, la période étudiée est délibérément très large, et nous l'abordons de façon synchronique alors qu'il y aurait sans nul doute des évolutions à déceler. Nous étudierons enfin les illustrations de couverture dans les rééditions des auteurs du XIXe siècle, créant ainsi un biais majeur. Il n'est pas déraisonnable de penser qu'en quelque sorte, les auteurs qu'on réédite sont tous perçus d'emblée comme des classiques, au sens où ils ne sont pas passés de mode et sont remarquables par leur qualité littéraire. On pourrait s'interroger sur la constitution des limites de ce corpus. Quels auteurs sont réédités ? Quelles éditions sont illustrées ? Comment le type d'illustration choisi définit-il la cohérence d'une collection ? Autant de questions passionnantes, mais qui forment d'autres sujets. Nous nous limiterons donc à l'analyse de quelques cas et commençons avec Roger Musnick par nous interroger sur les variations dans les illustrations selon la place des auteurs dans la hiérarchie littéraire. Alors, on commence. L'éditeur illustre et informe.
On a vu tout à l'heure 2 exemples d'œuvres illustrées, Le Bossu de Paul Féval, le roman de la momie de Gautier. Les écrivains légitimes, dits légitimes, ne sont pas traités comme les auteurs populaires. C'est cette distinction entre les 2 types de romanciers apparaît au XIXe siècle, elle devient prégnante au XXe siècle, où le jeu des rééditions éloigne peu à peu les auteurs grand public et les auteurs académiques. Encore que cette différenciation soit beaucoup plus complexe que je viens de le dire. Les écrivains dits reconnus sont toujours disponibles et sont toujours chez tous les éditeurs, des plus prestigieux comme Gallimard, Classique Garnier, Garnier-Flammarion, aux plus populaires comme Nelson, Marabout, voire Pocket. Pour les collections dites populaires qui cherchent à toucher tous les publics, on trouve donc des auteurs non légitimés par l'université, mais aussi les classiques. Plusieurs raisons à cela. Les écrivains prônés par le monde scolaire se vendent bien auprès des lycéens et des étudiants, mais aussi les éditeurs de poche pensent également avoir, au-delà des aspects financiers, une mission de propagateur de la culture envers le plus grand nombre. Les seconds, les feuilletonistes, ne sont généralement pas dans des collections dites nobles. Ce travail a donc été effectué à partir de couvertures illustrées de collections du XXe siècle. Des collections de poche pour l'essentiel, car ce sont surtout elles, en effet, qui rééditent les écrits du passé et publient avec des couvertures illustrées, même si ce ne sont pas les seuls, comme par exemple Quarto chez Gallimard. Par exemple, si on prend quelques noms, comme Maupassant, Balzac ou Flaubert pour des écrivains reconnus, Féval, Gaboriau ou Zévaco pour des romanciers populaires, et que l'on fait un rapide sondage. Dans les collections en direction des gens cultivés, Garnier-Flammarion et Folio, on trouve des chiffres éloquents. 181 éditions différentes pour Balzac, 118 pour Maupassant, 65 pour Flaubert. Par contre, une seule édition pour Féval, aucune pour Zévaco ni pour Gaboriau. Les mêmes romanciers dans des collections grand public, Marabout, Pocket, J'ai lu et éventuellement livres de poche. On retrouve un chiffre élevé pour Balzac, 118, Maupassant 82, Flaubert 43, mais 22 éditions pour Zévaco, 20 pour Paul Féval et 5 pour Gaboriau. Sans compter les collections spécialisées, policiers, fantastiques, historiques, science-fiction, etc. Si on avait pris en compte, par exemple, les collections policières pour Gaboriau, son score serait nettement supérieur. Alors, les illustrations sont différentes suivant les types d'éditions. Dans les collections populaires au XXe siècle, elles font le plus souvent appel à des dessins en mouvement, vifs, aux couleurs fortes. Voici quelques exemples, puisés dans le roman historique. D'abord celui d'un romancier populaire, Michel Zévaco, à la limite du XIXe et du XXe, et sa saga des Pardaillan, située au XVIe siècle. En 1907, on a une illustration très précise, 2 des personnages principaux au pied d'une citadelle, rattachant sans peine ce récit au genre de cap et d'épée. On retrouve ces 2 personnages isolés sur fond jaune 40 ans plus tard chez le même éditeur. Souvent, ce type de récit est annexé par la littérature jeunesse, même sous forme abrégée. Ainsi, l'édition de 1963 de la Bibliothèque verte ne laisse aucun doute à ses lecteurs sur la forme le genre du livre. Et enfin, en 1988, on reprend la même illustration qu'un siècle auparavant, ce qui donne en plus un côté vintage au volume. Si on prend maintenant un auteur, 2 écrivains légitimes, publiés dans le même type de collection, on constate qu'on utilise à peu près les mêmes éléments pour composer l'iconographie. Ainsi, du roman d'Alfred de Vigny, Saint-Mars, qui relate une conspiration sous Louis XIII. Nelson résume un passage du roman de manière intrigante, une religieuse au geste énigmatique devant un Richelieu médusé. La Bibliothèque verte et Marabout montre ce qui fait la quintessence même du récit de Mousquetaire. Un mousquetaire pour la Bibliothèque verte, une épée, un chapeau à plumes, promesse de combat frénétique pour Marabout. Si on prend Salammbô, on s'éloigne encore un peu plus du contenu romanesque donné par Flaubert. Nelson, en 1936, déploie sur un motif bariolé représentant une aristocratie orientale, ainsi que Marabout, qui 20 ans plus tard insiste un peu sur l'aspect femme de pouvoir. Bien loin de Gerfaut, qui plagie des scènes de péplum. On a vraiment l'impression de voir Richard Burton et Elizabeth Taylor, là. On ne peut pas penser, en voyant cette jeune femme, pour les éditions Carrefour, en 1994, complètement à droite, l'illustration est assez incompréhensible. On ne peut pas penser, en voyant cette jeune femme moderne, à une Carthaginoise de l'Antiquité. On est bien loin de l'univers créé par l'auteur. Maintenant, si on regarde les collections plus nobles, enfin on dirait plus académiques, on représente les mêmes personnages, mais on insiste sur la peinture, plus noble et respectable que le dessin. Pour Vigny, ça donne, par exemple, à gauche, des estampes avec des moulures qui ancrent bien le roman dans une réalité historique. Ou alors, on fait dans les tableaux d'histoire, tellement à la mode au XIXe siècle. Ainsi, dans l'édition du milieu, livre de poche, c'est un tableau de 1829. Quant à Folio,
L'illustration se veut sobre, un portrait de noble d'époque, et le noble d'époque, c'est d'ailleurs Saint-Mars. On retrouve cette différence marquée aussi avec Salammbô, où là aussi la peinture remplace le dessin. Ainsi, l'édition Folio, au milieu, qui aguiche un peu le passant en soulignant l'aspect érotique. Ainsi, le livre de poche classique, la publication de 1970, montre un dessin de prêtresse officiant nue sous un voile translucide. Avec ce qu'on ne voit pas ici, un quatrième de couverture, on voit une dame complètement nue. Cette aspect grande prêtresse se retrouve de manière assez erratique, mais peut-être emplie de promesses voluptueuses, sur une peinture de la collection Garnier-Flammarion qui date du 19e siècle. L'édition de poche de 2011, au milieu aussi, montre un dessin de Léon Bax de 1911 qui souligne là aussi une certaine lascivité. Curieusement d'ailleurs, c'est dans ces collections nobles, qu'on insiste beaucoup plus sur la sensualité, totalement absente des illustrations populaires, de celles qu'on a vues en tout cas. Est-ce parce que les éditeurs populaires préfèrent insister sur l'aspect aventure, synonyme souvent de facilité de lecture? Parce que ces collections populaires s'adressent à tous les publics et ne veulent pas rebuter les parents des plus jeunes? Ou bien parce que les éditions plus académiques cherchent à ouvrir à un public plus libertin, en se donnant cependant une caution culturelle par la reproduction de tableaux exposés dans les musées. Une autre tendance, moins glamour, adopte plutôt une démarche érudite, historique, savante. Ainsi classique Garnier, qui montre un bas-relief punique. Ainsi classique Larousse, qui est connu par tous les étudiants et tous les lycéens, avec des ruines de Carthage. Les interprétations peuvent varier, même quand le sujet d'illustration peut sembler similaire. Alors, on a pris un exemple, le Horla. Si on prend les innombrables interprétations du Horla de Maupassant, bon, il y a comme deux textes différents, pratiquement toutes les couvertures figurent le personnage principal, mais certaines tirent la signification, dans une des versions, de la signification du roman vers l'horreur, ici la possession du héros par une entité étrangère, ce qui l'apparente aussi à la science-fiction, genre qui n'existe pas encore quand les textes sont écrits. C'est le cas de la version Ollendorf de 1908, ou de Flammarion de 1942, où l'on voit un être qui manipule le principal protagoniste. Encore récemment, Hachette évoque la terreur pure d'un être caché dans l'ombre au regard reptilien, reprenant deux codes iconographiques, qui n'a rien à voir avec la littérature, le code d'une série de films d'horreur qui s'appelle Les Griffes de la Nuit, et aussi, avec les regards reptiliens derrière, celui de Jurassic Park. Mais cette même représentation du narrateur peut convoquer des sensations différentes, l'étrangeté, la peur, la folie, la solitude. Ainsi, avec cette couverture du livre de poche qui montre un jeune homme halluciné, on retrouve encore Courbet. Ainsi, Folio qui met en avant l'angoisse, voire la terreur illustrée par le cri de Munch, ou Librio qui représente un être figé par la peur. Mais dans ce cas-là, dans ce cas précis, mais ça arrive aussi dans d'autres cas, on ne peut pas faire vraiment de distinction nette dans les illustrations entre collections populaires et académiques. Parfois, le même éditeur, à quelques années de distance, choisit les deux interprétations. Ainsi, la collection Garnier-Flammarion, qui reprend donc le tableau de Courbet, qu'on a vu tout à l'heure, puis dans le même recueil, qui a quelques années de distance, qui montre une image, une main écorchée avec du sang partout. Ou Pocket, qui d'un côté, dans un montage iconographique, représente la célèbre photo de Charcot à la Salpêtrière, qui renvoie explicitement au thème de l'aliénation, et de l'autre, quelques années plus tard, un être hybride et inquiétant. On a aussi des changements dans la politique iconographique éditoriale suivant les périodes. Alors, j'ai pris l'exemple du roman policier. Et parmi le roman policier, j'ai pris l'exemple de Gaboriau. Et chez Gaboriau, j'ai pris deux de ses romans judiciaires, L'Affaire Le Rouge, qui est son premier roman judiciaire, et celui qui met en valeur son policier, Monsieur Lecoq. Au départ, ces romans sont publiés dans des collections populaires, comme chez Fayard, qu'on a vu déjà plusieurs fois. Mais ce ne sont pas forcément des collections policières. D'où des illustrations qui indiquent clairement qu'il s'agit de récits criminels. Un homme tourmenté sur son lit, cauchemardant sur la guillotine, l'examen d'une scène de crime. On a l'impression de voir le début des experts, la série des experts américains, où ça commence généralement comme ça. Un interrogatoire devant un gendarme, un assassinat devant une maison biscornue. Alors ça ne se voit pas forcément, c'est sur Cosmopolis, mais il y a tout en bas sur la gauche, on voit quelqu'un qui en assassine un autre. Ou un crime par arme blanche, ou encore un prisonnier dans sa cellule.
Puis le temps passant, on insiste plus sur une certaine ambiance qui s'éloigne du roman judiciaire proprement dit pour se rapprocher de ce qu'on n'aimait pas encore à l'époque, le thriller et l'angoisse, mais sans l'illustrer explicitement. Rien dans l'iconographie des éditions Froissart, de Marabout ou de Garnier ne suggère le crime. Ce sont plutôt des ambiances nocturnes, des personnages solitaires ou en duo qui peuvent faire penser à l'atmosphère engendrée par les crimes de Jacques Léventreur, un fait divers réel qui a eu lieu à Londres 20 ans plus après l'écriture des récits. Même si les récits de Gaboriau n'ont rien à voir avec ces climats angoissants. Il y a même sur la collection Marabout, qui là peut prêter un peu à confusion, parce qu'on voit un couple sous un lampadaire, une citation de Peter Chenet. Peter Chenet, c'est un auteur qui est peut-être un peu oublié maintenant, mais c'est un auteur de romans noirs très très connu dans les années 50. C'est lui qui a fait les deux premiers, enfin qui a inauguré la collection de la série noire. Et Peter Chenet, qui est très loin de l'univers de Gaboriau, sa citation, c'est « Voilà un maître dans l'art du roman policier ». Car, peu à peu, un autre paramètre entre en ligne de compte, celui de la collection, qui devient prédominant, notamment à partir des années 70, où le nombre de collections spécialisées explose. On n'a plus besoin d'indiquer quelque aspect criminel que ce soit. Le lecteur sait qu'il s'agit de romans policiers. D'ailleurs, il prend souvent en compte d'abord la collection spécialisée, se laisse ensuite tenter ou non par l'illustration avant de lire le 4e de couverture pour enfin se décider. C'est également en France le développement par l'intermédiaire au début de la collection Grand Détective chez 10-18 du roman policier historique. Et je vais finir mes exemples là-dessus. Dans les années 1990-2000, il y a vraiment un changement important qui apparaît. Les illustrations n'indiquent plus ce genre, un aspect criminel quelconque, mais rappellent avant tout l'époque où se situe le roman, que ce soit des illustrations d'époque, comme chez Marc Payet ou chez Parrot, c'est un portrait qui date du XVIIIe siècle, ou que ce soit un montage contemporain, comme chez Laetitia Bourgeois. C'est ce qui arrive aussi à Gaboriau. On voit la collection Labyrinthe, c'est un tableau de 1826. On a un extrait, on a un détail d'un tableau de Caillebotte chez Omnibus. On voit les éditeurs qui prennent donc des peintures pour Gaboriau du XIXe siècle et montrent ainsi la période, comme pour les romans policiers historiques. Pourtant, Gaboriau n'écrit pas du tout un roman policier historique. Gaboriau, il parle de son monde, du monde dans lequel il vit, de son monde contemporain. Mais les éditeurs, maintenant, confondent volontairement les écrivains de notre temps et ceux des siècles passés. L'important est d'aiguiller le lecteur sur la période décrite, qu'elle soit reconstituée par un auteur de maintenant ou campée par un homme du Second Empire. Le public n'a plus à connaître l'histoire du genre, mais savoir qu'il va se plonger dans un roman évoquant soit le Moyen-Âge, soit les Lumières, soit le XIXe siècle. Et enfin, il semble, alors ça reste à vérifier quand même, qu'il semble qu'émerge de nos jours une tendance plus ou moins générale qui semble privilégier les couvertures peut-être moins aguicheuses et moins provocatrices ou moins vulgaires selon les goûts, et qu'un mélange des genres et des moments tend à se faire. Ainsi, sur ces 3 exemples, on a le même type de couverture quelle que soit la collection. 10-18, c'est un tableau de Jean Béraud de 1990, donc 10-18 qui est une collection spécialisée en romans en policier, et Folio qui est collection de poche, disons de haut niveau, on va dire, d'un côté, et Alter Edit, qui est un éditeur spécialisé dans la réédition des romans populaires du 19e, de l'autre, même type d'illustration. Cela joue aussi, quelle que soit la légitimité de l'auteur. On a d'un côté Dubois-Gobet, et j'avais mis Gaboriau, mais on a Claude Isner ici, mais c'est des auteurs de romans policiers, en face de Zola. Et enfin, quelle que soit l'époque à laquelle vivent les écrivains, que ce soit des auteurs du 19e siècle, comme Gaboriau et Gaboriau, j'y tiens. Là ici, c'est Dubois-Gobet et Zola, ou Claude Isner, qui est un auteur contemporain qui vient de sortir un livre. Indépendamment de ces questions de légitimité, les illustrations jouent aussi un rôle majeur dans un autre type de classement. Elles proposent bien souvent une lecture générique de l'œuvre qu'elles illustrent, en mettant en valeur telles caractéristiques constitutives d'un genre défini. En plus des fonctions de séduction et d'information, les illustrations de couverture permettent donc au lecteur d'opérer un classement générique. Il va de soi qu'on n'illustre pas de la même façon un roman policier, un roman de science-fiction ou un roman de mœurs. Ce phénomène devient plus intéressant quand on s'aperçoit que le genre suggéré par l'illustration peut varier, légèrement ou fortement, d'une édition à l'autre. Considérons par exemple Le Château des Carpates de Jules Verne. Les illustrations de couverture induisent des horizons génériques légèrement différents.
Ainsi, de nombreuses éditions font le choix de représenter l'objet du titre, le château. De telles illustrations orientent la lecture vers le genre gothique. Ce château massif, impressionnant, sombre, parfois en ruine, parfois réduit à une serrure inquiétante qui peut aussi bien suggérer l'exploration que la claustration, ce château inscrit le roman de Jules Verne dans la longue histoire d'un genre initié par Horace Walpole avec le château d'Otrante, et où, depuis la fin du XVIIIe siècle, se succèdent des châteaux en tout genre, souvent accompagnés, comme chez Verne, d'apparitions. D'autres éditions préfèrent justement au château du titre les apparitions mystérieuses qui forment le fond de l'intrigue. La figuration de l'apparition de la cantatrice oriente cette fois la lecture vers le fantastique. Soit que l'illustration montre qu'il s'agit d'une apparition fantomatique, c'est le cas dans l'adaptation en bande dessinée éditée par Wamodus, soit que Rodolphe de Gortz se retrouve pourvu en librio d'inquiétants yeux rouges qui suggèrent un caractère surnaturel. On peut discuter la pertinence d'une telle attribution générique, regretter en tout cas que l'impératif de lisibilité de la couverture s'opère au détriment de la complexité générique du roman. L'Incipit, cité justement en couverture par Presse Pocket, se voulait sans ambivalence. Cette histoire n'est pas fantastique, elle n'est que romanesque. De fait, dans le roman, le phonographe et le téléphone ont remplacé les apparitions fantomatiques et les voix d'outre-tombe. Le genre gothique, de même, est moins pratiqué que cité dans le roman. Jusqu'à la toute fin, le château ne constitue pas le cadre spatial de l'intrigue, mais seulement l'objet de l'intérêt de tous les personnages, suscitant à la fois l'attraction et la répulsion. Osera-t-on aller au château ? Il n'est pas le lieu, autrement dit, où l'histoire se passe, mais le sujet dont on parle, ce qui excite l'intérêt. C'est pourquoi on pourrait être davantage convaincu par un troisième type d'illustration, qui associe cette fois à l'image du château celle d'un personnage, présenté de trois quarts, dos ou face, qui l'observe, et qui peut représenter Frick, le berger superstitieux, l'aventureux Nick Deck ou le mélancolique Franz de Télek. Le roman fait se succéder en effet les personnages qui s'intéressent au château des Carpates et en font l'objet de leur quête. Ce témoin apparaît aussi comme une figuration de la curiosité du lecteur, qui est face au château des Carpates de Jules Verne, comme le personnage est face au château des Carpates du baron Rodolphe de Gortz. Ces couvertures mettent sans doute le plus en valeur le caractère réflexif du roman. Ce n'est plus le mystère du gothique ou du fantastique qui est représenté dans ce texte, mais l'attrait que constitue ce mystère pour les personnages. Mystère qui définit justement ce romanesque revendiqué par Verne. Les illustrations de couverture contribuent donc à classer le roman dans un genre, opérant ainsi un choix parmi les différents classements possibles. Chaque illustration actualise une potentialité générique et propose une lecture qui met en relief certaines caractéristiques du roman selon les éléments qui sont illustrés. La variété des illustrations reflète le nombre des classements génériques possibles à un moment donné. Et on pourrait avancer l'hypothèse que plus un roman est lu, étudié, commenté, plus il peut être rattaché à des genres différents. Ainsi, La Bête humaine de Zola peut être proposée au lecteur comme un roman sur les chemins de fer, qui aura une forte valeur documentaire sur la révolution industrielle, conformément à l'ambition naturaliste. Mais aussi, à l'opposé de ce genre sérieux, comme un roman romanesque, à l'action dramatique débordante, un roman rempli de péripéties. Mais aussi comme un roman d'amour, voire un roman érotique. Je reconnais cependant que la dernière couverture à droite est celle d'une adaptation du roman en bande dessinée érotique. BD qui reçoit sur le site de la librairie La Musardine ce commentaire que je laisse à votre appréciation, Zola aurait été fier de voir son œuvre ainsi magnifiée. Dernière illustration possible, sans doute la plus originale, mais pas la moins fidèle au roman. Cette silhouette dans l'ombre met l'accent sur le personnage principal, rappelle que la bête humaine, c'est l'entier, et fait du roman, cette fois, surtout l'étude d'un cas psychopathologique. La variété des illustrations de couverture pour le roman de Zola découle non seulement de sa complexité, mais aussi plus prosaïquement de son titre, symbolique et polysémique, qui laisse l'interprétation ouverte. L'image choisie pour la couverture peut en effet souvent sembler être une illustration du titre avant d'être une illustration de l'œuvre. L'élément dénoté par le titre est en effet souvent repris comme sujet principal de l'illustration. C'était le cas déjà du château des Carpates. Mais cela n'empêche pas ce titre lui-même d'induire une lecture générique. Considérons par exemple le bref récit de Jules Verne, La fantaisie du docteur Ox, dont le titre comporte deux éléments significatifs, qui tirent chacun l'œuvre vers un genre ou un autre. Le premier choix, sans doute le plus simple, est de représenter le docteur Ox. C'est ce choix qu'ont fait toutes les éditions jeunesse. La fantaisie du titre est donc ici rattachée au personnage. Le docteur Ox, représenté dans son laboratoire avec des éprouvettes,
apparaît bien comme l'élément perturbateur de la petite ville bourgeoise qu'on voit parfois en arrière-plan. Les éléments caractéristiques du savant fou, les inévitables lunettes, l'indispensable calvitie, inscrivent le texte dans le genre de l'anticipation scientifique. Les éditions adultes sont sensiblement différentes. Quoique les collections s'inscrivent dans une grille tarifaire modeste, folio à 2 €, 1001 nuits de Fayard, d'abord à 10 francs puis à 2 €, elles proposent toutes deux un catalogue à la fois classique et pointu qui s'adresse aux lecteurs cultivés et curieux. Exit le savant fou sur ses couvertures, l'illustration qui tend vers l'abstraction ou y tombe complètement ne dénote plus le docteur Ox, mais connote l'autre partie du titre, cette fantaisie, qui dès lors caractérise non plus le personnage, mais l'œuvre dans son ensemble. Le rapport entre illustration et titre est particulièrement net dans le cas des titres formés d'après les personnages éponymes. Il est bien rare qu'on n'ait pas sur la couverture un portrait comme illustration. Et d'ailleurs, le portrait est privilégié même quand il n'y a pas de personnage éponyme. C'était le cas dans Le Horla, qu'on avait vu illustré par ce tableau de Courbet qui s'appelle bien sûr non pas le révolté, mais le désespéré. Excusez-moi pour l'erreur tout à l'heure. Cela n'empêche pas là encore que les choix effectués par l'illustrateur révèlent une lecture générique spécifique. L'exemple de Bel-Ami est assez significatif. Toutes les illustrations de couverture représentent Georges Duroy, toutes sauf une. Mais on n'imagine pas le même roman selon la façon dont il est représenté. Les portraits en gros plan, comme ici, tendent plutôt à annoncer un roman psychologique. Ouvrir le roman, c'est partir à la rencontre d'un personnage. Au contraire, les portraits qui laissent apparaître le costume du héros suggèrent une autre lecture. Le chapeau de forme, la canne, sauf dans le cas de la couverture manifestement ratée quand même du biblio-lycée, où Duroy évoque un bizarre croisement entre Fantomas et un magicien, ces accessoires ancrent le personnage dans son époque et rappellent que nous avons affaire à un roman réaliste et incitent le lecteur à s'attendre à un roman de mœurs. Ceci encore plus si le personnage est immergé dans son environnement social, le journal ou les soirées mondaines. Devenu impossible à distinguer dans la foule ou présenté de dos, le personnage s'efface devant la réalité socio-historique qui le définit et qui constitue l'intérêt réel du roman. La deuxième grande option qui s'est offerte aux illustrateurs consiste à représenter Bel-Ami avec des femmes. Il s'agit cette fois d'illustrer non le héros que dénote le nom propre, mais les connotations attachées au surnom. Mais là encore, le lecteur qui ne connaît pas l'œuvre peut avoir des attentes différentes. Accompagner Georges Duroy d'une seule femme peut suggérer un roman sentimental. Un rendez-vous galant sur un banc, un regard complice échangé, un mariage enrubanné de roses, on retrouve les ingrédients d'une belle histoire d'amour et la perspective d'une belle déception pour le lecteur qui achèterait le roman sur cette promesse. L'horizon générique est tout autre, si plus fidèlement à l'ensemble du roman, ce sont plusieurs femmes qui sont représentées. Que l'illustration soit créée pour l'édition, reprise d'un tableau ou empruntée au film récemment adapté du roman, cela ne change rien. Ces femmes parfois dénudées actualisent une dimension libertine et laissent plutôt attendre non plus un roman sentimental, mais un chassé-croisé amoureux et érotique. Il y a une troisième option que propose une couverture très originale, la seule qui ne représente pas Bel-Ami. Ce tableau de Jean Béraud intitulé Après la faute détourne l'intérêt du personnage principal pour mettre en valeur la dimension pathétique du roman et suggérer ainsi presque un roman de la victime. Je finirai ce petit panorama des illustrations de Bel-Ami avec deux couvertures qui toutes deux mettent très clairement l'accent sur les caractéristiques objectives du personnage, son ambition, son pouvoir de séduction. Sauf que le journaliste et homme politique que deviendra Georges Duroy se métamorphose ici en businessman américain à gauche, en chanteur de music-hall ayant trop regardé La fièvre du samedi soir à droite. Sans doute s'agit-il de prouver aux yeux d'un public scolaire naturellement réticent la modernité du roman de Maupassant. Mais le résultat est que ces couvertures, tout en suggérant une étude de mœurs, lui enlèvent sa pertinence en la déshistoricisant complètement. Étrange injonction paradoxale qui peut laisser perplexe. Ces hésitations entre lecture historicisante et lecture anachronique peuvent avoir des conséquences sur l'attribution du genre au roman. C'est le cas, sur un exemple sur lequel je passerai vite, L'Ève future de Villiers de l'Isle-Adam. On a ici deux éditions qui font référence, par les tableaux qu'elles représentent, à l'époque symboliste, présentant ainsi d'emblée le roman comme un roman symboliste. Mais on a d'autres éditeurs qui, prenant acte du fait que L'Ève future est un roman d'anticipation souvent cité parmi les ancêtres de la science-fiction, incite justement une lecture moderniste de L'Ève future en l'ancrant dans la modernité du Métropolis de Fritz Lang ou avec des circuits électroniques sur l'illustration du GF. Le roman ici n'est plus rattaché à son époque, mais à ce qu'il a suivi. En conclusion, donc, les quelques exemples étudiés par Roger Musnick et moi-même rappellent qu'on aurait tort d'assigner à chaque œuvre une place univoque dans la hiérarchie littéraire et un genre unique. Ils confirment que le classement générique résulte d'une interprétation
et que cette interprétation reste bien souvent ouverte pour les romans du XIXe siècle. Les deux modèles du romance et du novel, dont on a beaucoup parlé ce matin, loin d'être exclusifs l'un de l'autre, s'interpénètrent bien souvent dans les œuvres les plus célèbres de cette période. Et de même, les frontières entre littérature légitime et littérature populaire se trouvent souvent mises à mal dans la relecture que proposent ces éditions récentes des romans du XIXe siècle. D'un côté, les classiques sont devenus des œuvres populaires, par l'effet du phénomène de patrimonialisation qu'on peut observer pour les grands auteurs. L'œuvre reste un classique, mais tous les signes de l'œuvre sont passés dans la culture populaire, notamment par le biais des adaptations. Ainsi, tous les adolescents connaissent-ils Quasimodo et Esmeralda, même s'ils n'ont jamais lu Notre-Dame de Paris. Dans ce contexte, l'illustration de couverture apparaît comme un trait d'union entre l'œuvre classique et la culture populaire à laquelle elle est liée par ses avatars médiatiques. Elle invite celui qui connaît déjà quelques figures à revenir à la source. Le Comte de Monte Cristo, mais si vous savez, c'est ce roman où Dantès s'évade du château d'If. D'un autre côté, les romans populaires sont aussi devenus des classiques. L'édition des Mystères de Paris dans la collection Quarto de Gallimard parachève de façon emblématique ce que Pascal Durand appelle une entreprise de patrimonialisation des classiques du roman feuilleton, déjà commencée dès Marabout géant en 1951. Effectivement, en quelque sorte, Féval et Sus sont des classiques. Ils le sont dans la mesure où classique, comme le rappelle Viala, signifie aussi qui est ancien et traditionnel. Au fur et à mesure que le XIXe siècle s'enfonce dans les profondeurs de l'histoire, en effet, il gagne en prestige. La lecture au XXe siècle d'un roman populaire du XIXe n'est pas une lecture populaire. Lire Dubois-Gobet est aujourd'hui un plaisir d'érudit ou de bibliothécaire de la BNF. L'étude comparée des illustrations de couverture rappelle ainsi à quel point un classement générique ou évaluatif est le résultat d'une interprétation ancrée historiquement et que les critères poétiques d'un genre romanesque ne peuvent être considérés indépendamment de leur actualisation par un lecteur. Nous vous remercions.